Pour le thème numéro 5, la recherche scientifique marine, je vais accueillir sur scène, qui est à mes côtés, M. Alain Bovis de la section Sciences et Techniques, ingénieur général de l'armement et ancien président de l'Académie de Marine. To start, theme number 5, the Marine Scientific Research. The moderator will be Alain Bovis, who is a Rear Admiral Armament Corps and Section Science and Techniques. Monsieur Alain Bovis. Merci beaucoup. Vos Excellences ambassadrices, dear colleagues from the European Academies, chers confrères et consoeurs de l'Académie de Marine, chers amis, je suis très heureux ce matin d'être ici en face de vous pour modérer cette session sur les sciences, et je suis particulièrement heureux que l'on parle de sciences dans ce colloque. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, mon sentiment est que la science est en danger. Elle est en danger parce que une grande partie de l'opinion publique la remet en cause. L'émotionnel prend le pas sur le rationnel dans beaucoup de débats. Et nous avons de plus en plus de mal à recruter dans les carrières scientifiques et techniques par manque de candidats. Et enfin, but not the least, la plus grande puissance au monde aujourd'hui semble engagée dans une croisade anti-science qui ne peut que nous préoccuper. Il est donc absolument urgent, notamment en Europe, que la communauté scientifique se mobilise pour convaincre qu'il sera impossible d'affronter les défis qui nous font face sans la science, que ce soit le défi climatique, le défi énergétique, le défi alimentaire ou celui de la biodiversité. Et l'océan est au centre de tous ces défis. Que ce soit pour comprendre la trajectoire climatique, que ce soit pour identifier et mesurer les immenses ressources de l'océan, dont une grande partie reste à découvrir, et pour dans le même temps évaluer leur fragilité. L'Académie de Marine a réalisé il y a peu de temps une étude que nous avons baptisée « Enjeux croisés de la recherche et de l'océanographie opérationnelle ». Il s'agit de mettre face à face, ou côte à côte plutôt, la recherche sur l'océan numérique, la modélisation numérique de l'océan qui va nous permettre de prévoir un certain nombre de choses, et bien évidemment ce qui complète nécessairement l'océan numérique, c'est tout ce qui concerne l'observation in situ et la collecte de données nécessaires à toute modélisation. Pour cela, nous devons engager un ou plusieurs programmes ambitieux qui ne pourront être réussis qu'en coopération internationale et notamment, encore une fois, coopération européenne. Il s'agit de développer des moyens d'observation à l'échelle planétaire, qu'ils soient spatiaux, qu'ils soient océaniques, grâce à des flottes océanographiques, complétées par des drones et le recours, bien évidemment, à l'intelligence artificielle. Nous avons, en conclusion de cette étude, donné un certain nombre de recommandations, 7 en tout, sur lesquelles je reviendrai sans doute tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais passer la parole à nos intervenants aujourd'hui. Nous avons 3 intervenants. Nous avons M. Vincent Rigaud de l'IFREMER. Nous avons M. Gonçalves, Paulo Martins Gonçalves, qui nous vient du Portugal et qui est à l'Institut d'hydrographie portugais. Et enfin, M. Christian Tamburini du CNRS. Donc pour commencer, je vais passer la parole à M. Vincent Rigaud, qui est de formation roboticien, spécialiste de l'exploration des grands fonds, et qui est directeur du Centre méditerranéen de l'IFREMER et également du Centre atlantique qui couvre 2 façades majeures de notre pays.
Donc je lui demanderai de nous expliquer un petit peu ce que fait l'IFREMER et quels sont les grands défis du moment. Et il nous dira quelques mots également du projet de One Ocean Science Conference qui se tiendra à Nice en prélude de la 3e conférence des Nations Unies. Donc je passe la parole à M. Vincent Rigaud. Mr. Vincent Rigaud is the director of IFREMER's Mediterranean Center, our first speaker. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Bovis, merci pour cette introduction. Donc, je suis Vincent Rigaud, donc je dirige effectivement l'IFREMER en Méditerranée, le département d'outre-mer. On n'est pas très bon en géographie. Le centre de Méditerranée intègre la Guyane, la Martinique, un petit bout de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Corse, jamais pas outre-mer, et la Réunion. Et effectivement, je suis de formation roboticien, donc j'ai été autorité de conception des engins sous-marins de l'IFREMER pendant une trentaine d'années. Et depuis 10 ans, je dirige donc des établissements. Donc la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation assez générale sur l'IFREMER, mais je voulais revenir un petit peu sur l'introduction de M. Bovis, en lien avec Stand Up for Science, avec l'environnement que l'on connaît aujourd'hui dans le domaine scientifique. Je pense qu'il faut donner, de manière globale, il faut donner du sens à la science. La science, c'est pas simplement une thématique, c'est pas simplement des disciplines, c'est un ensemble qui doit intégrer à la fois les connaissances, l'innovation, mais aussi des éléments de gouvernance et des éléments d'acceptabilité sociale. C'est ce qui a été compris au niveau européen avec le développement des missions de l'Europe, qui sont des projets de soutien à la science, qui partent du postulat que la science doit être articulée avec une acceptabilité sociale, avec une gouvernance adaptée. On peut avoir de très bonnes solutions, si on n'a pas la gouvernance pour les mettre en œuvre, elles ne serviront à rien, et un lien avec l'économie, puisque c'est le nerf de la guerre in fine. Donc la présentation de l'IFREMER que je vais vous faire, c'est pas super pratique parce que je la vois pas. Elle est assez classique, hein, je l'ai improvisée. En fait, j'ai été averti hier matin que je venais aujourd'hui, donc je vous ai improvisé une présentation. Et François Houillet, président directeur général de l'IFREMER, aurait souhaité être là, mais il est très pris actuellement par la préparation du One Ocean Science Conference à Nice, dans le cadre de l'UNOC, d'où la raison de son absence. Donc l'IFREMER, globalement, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est le seul organisme en France exclusivement dédié à la recherche marine. Il y a d'autres chercheurs dans le domaine marin, dans les universités et dans d'autres instituts. Ça représente un quart de la recherche océanographique en France. Donc il y a encore 3/4 externes, mais on a des spécificités, en particulier dans le domaine de la gestion de grandes infrastructures de recherche pour l'observation des océans et évidemment autour de la flotte océanographique que je vais présenter rapidement. L'IFREMER a aussi des missions d'appui aux politiques publiques, ça fait résonance avec le lien entre science et gouvernance. On émet des avis, on émet des expertises auprès de l'État et de collectivités et d'autres organisations pour éclairer le débat et éclairer la décision politique. On est également engagé dans l'innovation. On a créé une filiale qui nous permet d'investir dans les startups. On a quelques success stories dans ce domaine. Et au travers de ces innovations, on fait le lien également entre la recherche que l'on va mener dans nos laboratoires et dans les laboratoires partenaires et l'économie bleue, ce qui est un axe important. Donc tout est lié finalement, et une bonne recherche, elle doit reposer sur ces 4 piliers que je viens d'évoquer. Donc les finalités de l'IFREMER, il y en a 3. La première, c'est la gestion durable des ressources marines au sens large, essentiellement dans le domaine des ressources vivantes, mais pas que, également des ressources minières et de plus en plus dans le domaine des énergies marines renouvelables. C'est protéger et restaurer les écosystèmes marins avec des réseaux d'observation et des programmes de recherche autour de ces aspects-là. Et un point important, c'est le partage des données. On a évoqué l'océan numérique en introduction et le développement de jumeaux numériques. C'est un point important pour nous, puisqu'on a un supercalculateur à Brest qui recueille beaucoup de données issues des campagnes océanographiques, mais également de réseaux d'observation multiples et variés, du satellitaire aux observatoires front de mer, pour pouvoir éclairer également nos recherches et, à terme, les décisions publiques qui vont en découler. Une boutade que j'aime bien raconter, Madame Girardin, ministre de la Mer, visitant un site aquacole chez nous, nous a provoqué en disant « c'est bien de compter les poissons,
on le fait pour l'Europe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de compter les pêcheurs dans 10 ans. Donc pour faire ça, il faut pouvoir modéliser l'océan, modéliser les évolutions et préparer les évolutions également dans les domaines des différents métiers. On va passer à la suivante. Alors, je ne vais pas venir dans le détail de la structure de l'Ifremer, je vais surtout ouvrir le débat. Donc aujourd'hui, on a 23 unités, on a un certain nombre de publications, on a des projets de RC, pas tant que ça finalement. Les universités partenaires en ont probablement plus que nous. Et on copilote des grandes initiatives nationales, des PEPR, des PPR, et en particulier, je vais juste mettre l'accent sur un PEPR important pour tout ce qui est relatif à l'exploration des grands fonds marins, qui est un des spots qui est très visible à l'extérieur dans les travaux de recherche de l'Ifremer, qui repose aussi sur le fait qu'on a la flotte océanographique pour pouvoir opérer depuis nos navires des systèmes sous-marins ou des observatoires sous-marins. Donc on est toujours en partenariat avec nos collègues du CNRS, des universités, de l'IRD et d'autres, et en partenariat également avec des industriels ou des écoles d'ingénieurs. C'est le cas du Carnot-Mer qui est localisé entre Nantes et Brest autour des énergies marines renouvelables. Ces recherches nous permettent de gagner en expertise, et ces expertises, on les met à disposition des différentes autorités pour pouvoir répondre à des questions très variées concernant l'état du milieu, mais également, par exemple, concernant notre ZEE et son extension. Ça fait partie de nos sujets d'expertise et d'appui aux politiques publiques que je vais illustrer dans la slide d'après. Voilà un exemple de recherche en géosciences qui nous permet d'utiliser nos outils, la flotte, pour pouvoir répondre à un certain nombre de recommandations qui nous permettront d'étendre le plateau continental. C'est le cas aussi quand on prend les permis miniers en mer auprès de l'ISA, avec nos moyens et nos équipes et également nos partenaires. L'Ifremer n'est jamais seul sur ces sujets-là. Il y a aussi des chercheurs d'autres institutions qui vont être impliqués. Donc là, c'est une illustration du programme Extraplat qui nous a permis d'étendre la ZEE entre 2014 et 2021. Autre aspect qui est un peu moins visible, c'est la surveillance de l'évolution des états, de l'état des eaux littorales et du milieu marin, donc c'est essentiellement un DCE pour ce qui concerne l'Ifremer, avec des observations côtières multiples, mutualisées, partagées, avec un flot de données qui remonte vers des calculateurs centralisés, et derrière ça, au-delà de la donnée, la réalisation de modèles et de modèles de prédiction de l'évolution de l'environnement dans le domaine de l'eutrophisation, de la contamination chimique et des déchets. Hier, François Galgani devait être là et vous a parlé de ces aspects contamination. Un autre point important, je fais vite, on a peu de temps, c'est l'évaluation annuelle de l'état des populations de poissons. Alors on ne parle pas de stock, on n'aime pas le terme de stock, on parle plutôt de population de poissons. Donc tous les ans, on remonte l'état de ces populations, ce qui permet d'éclairer les décisions publiques, ce qui permet aussi à l'Europe de légiférer et de nous renvoyer des recommandations et des forces, d'une certaine manière. Donc ce type d'évaluation annuelle qui est représenté ici avec les stocks en bon état, en mauvais état, en disparition, on les remonte annuellement. Mais au-delà de ça, pour revenir à la citation de Mme Girardin, ce qui nous intéresse, c'est de modéliser par des approches écosystémiques ce qui est aujourd'hui et ce qu'on aura dans 10 ou 20 ans, de manière à pouvoir agir concrètement. La science, elle est faite pour l'action. Au niveau européen, on avait un pacte sur l'océan. Maintenant, c'est agir pour l'océan. C'est la suite. Et ce qui est important, c'est de montrer que la science va nous permettre d'agir. Donc on est effectivement au cœur d'enjeux océaniques globaux. Donc je ne vais pas vous faire toute la litanie et toute la comitologie des partenariats et des organisations auxquelles on va être associé. Ça permet d'introduire d'une certaine manière la conférence One Ocean Science qu'on organise actuellement à Nice pour le mois de juin. L'objectif, c'est de porter une parole scientifique auprès des politiques de manière à pouvoir les mettre en action. Cette parole, il faut la travailler en amont de l'UNOC. Donc on a déjà, je ne vais pas vous dévoiler quels sont les éléments de langage qui vont en sortir parce que c'est sous embargo, mais on prépare une dizaine de recommandations aux politiques au niveau international de manière à pouvoir lancer des actions visibles et concrètes. Je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui parce qu'on est encore sous embargo.
Alors comme je suis plutôt un marin, moi j'ai passé ma vie sur les bateaux, je ne pouvais pas ne pas vous présenter la flotte océanographique que vous connaissez probablement. Donc l'Ifremer opère 17 navires, avec un certain nombre de navires hauturiers, et une flotte d'engins sous-marins, alors c'est un peu en champ d'action, donc j'insiste là-dessus, qui est un peu particulière, puisqu'on fait partie des quelques pays qui ont à la fois la capacité d'atteindre les grands fonds avec des sous-marins habités, avec des drones et avec des engins téléopérés. Donc on a l'ensemble de ces capacités, et derrière ces capacités, il y a de la R&D, il y a de l'ingénierie, il y a un rôle d'opérateur, il y a un rôle de propriétaire, qui nous permet très rapidement d'innover dans ces domaines-là et de transmettre ces innovations dans d'autres domaines, dans le cadre de la stratégie mine-armes sur les grands fonds marins, de maîtrise des grands fonds marins. Un certain nombre des développements qui ont été réalisés par l'Ifremer vont être accaparés par nos collègues de la marine et vont être utilisés pour des missions de protection de... Là, ça marche plus. Ah, c'est moins fiable par robot. Voilà. De protection de certains assets, en particulier les câbles sous-marins, mais pas que. J'aime bien cette carte parce qu'elle montre un petit peu l'ensemble des campagnes océanographiques, des trajectoires des campagnes océanographiques qui ont été réalisées en 30 ans par la flotte océanographique française, avec évidemment les ZEE qui sont bien jolies, mais pas que les ZEE, on voit aussi qu'il y a un petit peu de diplomatie scientifique sur certaines zones particulières. Afrique de l'Ouest, c'était le temps du pétrole et du gaz, bien évidemment, on travaillait beaucoup sur les marges. La rive médio-atlantique, parce qu'il y a un intérêt scientifique, mais il y a aussi des permis miniers sur les sulfures, il y a un permis minier qu'on exploite au milieu de l'Atlantique. Les Outre-mer, avec également des zones un peu plus, on va dire, géopolitiques. Par exemple, le canal du Mozambique, c'est typiquement un axe géopolitique. Donc la science a parfois aussi un espèce de fauné géopolitique. Donc là, ce que je vous présente ici, parce que je ne vais pas être trop long, c'est une illustration du dernier né de la flotte océanographique, qui est l'engin ULIX, qui est un AUV, engin autonome sous-marin, qui embarque de l'intelligence artificielle. Donc il intègre l'analyse de l'image sonar qui est acquise par cet engin, de manière à modifier sa mission en fonction de ce qu'il va avoir au fond. Tous les engins sous-marins qu'on avait jusqu'ici étaient plutôt des automates un peu intelligents. Là, c'est le premier engin qui intègre vraiment de l'IA embarquée, pour pouvoir optimiser les temps de mission. Donc en gros, il survole une zone avec un sonar. Il interprète dans sa donnée sonar une zone d'intérêt, sur des indicateurs qu'on va prédéfinir quand même. Il va se rapprocher du fond et faire un lever de doute en optique, par exemple, ou en prélevant de l'eau. Donc ça, c'est une caractéristique assez innovante. Cet engin a une autonomie d'environ 300 km, jusqu'à 6000 mètres d'immersion. C'est le dernier né. Et cet engin sera adapté, dupliqué dans sa conception pour des usages militaires très rapidement dans le cadre de France 2030 et de la stratégie mine-armes sur les grands fonds marins. Donc ça, c'était pour illustrer cet aspect innovation scientifique et lien avec d'autres activités économiques. C'est la suivante. Et tous ces systèmes, que ce soit les satellites, les flotteurs, mon collègue du CNRS nous présentera les observatoires tout à l'heure, remontent de la donnée. Cette donnée, il faut en faire de l'information. Et on va l'utiliser à la fois pour pivoter des modèles de prévision tels que je les ai esquissés tout à l'heure, avec des jumeaux numériques, mais également pour partager ces données scientifiques avec un plus grand nombre pour expliquer l'océan. Et l'océan numérique et le lien avec la société, pour nous, c'est un axe très important. Une des richesses de l'Ifremer, c'est les données qu'on acquiert. On organise 150 campagnes par an à peu près, et ce qu'on va en faire avec nos partenaires, d'un point de vue information et d'un point de vue prévision au travers de ces jumeaux numériques. C'est la suivante. Oui. Hop là. Et en arrière. Donc là, c'est une illustration. Bon, ça ne marche pas, c'est pas grave. Peut-être cliquer sur l'image si vous voulez. Voilà. C'est une illustration de ce qu'on est capable de faire en reconstruction en quasi-temps réel optique, avec les engins. Donc c'est un traitement de l'information particulier, c'est un peu symbolique ce que je vous montre là. Donc là, c'est une épave qu'on va explorer de manière numérique après une prise de données. Les prises de données ont été réalisées par un petit robot Ariane, avec des caméras, et tout de suite on réimmerge les scientifiques dans la scène. Alors ça peut être des scientifiques de l'océanographie, mais Michel Lourd est là, ça peut être aussi des scientifiques de l'archéologie, pour pouvoir justement interpréter ces données. Donc ça, c'est un exemple. Et l'exemple suivant, c'est une
une opération qu'on avait réalisée pour nos collègues de la marine sur un répéteur de câbles qui montre un petit peu ce que l'on peut faire à partir de ces informations. Bon, c'est très symbolique ce que je vous montre, ça aurait pu être des choses beaucoup plus complexes, avec des travaux à la fois sur la reconstruction, sur l'IA, mais également des travaux sur les capteurs qui forcément nécessitent de progresser pour avoir une qualité optimale de la donnée. Et je vais conclure avec ce que j'ai préannoncé, avec une actualité autour de ce congrès scientifique que l'on organise avec le CNRS à Nice au mois de juin. Donc je ne vais pas vous spoiler les messages qui vont être portés aux politiques, ce sera un petit peu plus tard. Actuellement, on va avoir à peu près 1800 participants à cette conférence de tous les pays du monde. Bon, je vous passe un petit peu l'ensemble des posters et l'ensemble des tables rondes qui vont être organisées lors de cet événement. Et je vous donne par contre les thèmes sur lesquels on va travailler dans cette conférence. Et ces thèmes, sans spoiler les messages scientifiques qui vont être portés au niveau politique, illustrent en tout cas les problématiques sur lesquelles la science se concentre, que ce soit la restauration des écosystèmes marins, que ce soit les approches liées évidemment au changement climatique, que ce soit des systèmes numériques, de jumeaux numériques intégratifs de l'océan, la pollution plastique, enfin il y a un certain nombre de thèmes, je vous laisse les lire, je ne vais pas tous les évoquer aujourd'hui. Je vous encourage à nous rejoindre à Nice au mois de juin pour avoir les messages. Et je pense que j'ai terminé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Rigaud. Thank you, Mr. Rigaud. Le second intervenant, the next speaker will be Paulo Martins Gonçalves. Monsieur Paulo Martins Gonçalves, qui représente l'Académie de Portugal, qui est directeur adjoint de l'Institut hydrographique et directeur financier également. So representing the Academy of Portugal, Paulo Martins Gonçalves is Deputy Director of the Hydrographic Institute and is Financial Director as well. Mr. Paulo Martins Gonçalves. Thank you. Mr. President of the French Naval Academy, Madam Ambassador, dear colleagues, friends, young people who embrace the sea as their future, ladies and gentlemen. It is an honor to represent the Portuguese Naval Academy in response to the invitation addressed by Mr. President. Yesterday we spoke about fishing, maritime pollution, particularly plastics, the defense of maritime areas and their biological diversity, as well as the blue economy and its objectives. Today I bring you a small glimpse of the future vision of the tools we can use to achieve these objectives. A vision on the future of hydrography. What is the role of hydrography in the future of our oceans? Hydrography provides the basis for all activities which involve the sea. We work to ensure that all the world's seas, oceans and navigable waters are surveyed and charted, supporting the safety of navigation. Hydrography demands a comprehensive approach to the ocean. From a geographic point of view, we should consider the ocean as one, as shown in this representation of our planet. This is not an artistic representation, but a mathematical, cartographic, phyletic projection, with some deformations, as always occurs with any cartographic projection. One ocean surrounded by land, all the seas are connected. What happens in one area may impact the planet. In this global ocean that needs to be preserved, which occupies 71% of the planet's living space, where millions of species live, it is estimated that a large part has yet to be identified. It is the phytoplankton that produces 50 to 80% of oxygen. The ocean provides food, affects weather and climate, and annually captures
about a quarter of the carbon dioxide resulting from human activities. Only a quarter of the ocean is mapped with high-resolution bathymetry, mostly near coastal areas. Much was achieved in the past few years, but much more still to be done. As we did in the past, more than 5 centuries ago, during the maritime discoveries, we should look to the ocean. Not only near the coast, at shallow depths, where it is easy to survey, but also to the deeper ocean, which remains to be discovered. The vast areas and depths of the sea represent very demanding technological challenges. New technologies are being used for collecting and sharing data that allows managing its growing volume and complexity. Scientific and technological development should promote a global, sustainable, and open ocean observation system. There is an opportunity to improve scientific research from a cooperative perspective, to give rise to a holistic understanding of oceanic systems, which allows us to achieve the objectives of sustainable development, economic growth, and preserving health of the marine ecosystem. The hydrographic practice and products are changing due to technological developments and by the demand of several stakeholders that are increasing its operation in the sea and creating new activities. The main demanding by the stakeholders comes from the navigation in restricted waterways, which require frequent high-resolution surveys. From the offshore oil and gas industry, offshore winds, submarine cables and pipelines, defense, science, environmental monitoring have specific demands, even more difficult to achieve. The role of hydrography in the future of our oceans are growing and unlimited. The International Hydrographical Organization, the International Maritime Organization, and other international agencies are developing new standards for electronic navigation. Today, electronic nautical charts are based on the S57 standard, which was created decades ago and no longer meet the requirements for hydrographic information. Consequently, it is being developed a new and more versatile standard for changing various types of digital hydrographic data, the S100 framework. S100 is intended for developers of digital products and services for hydrographic and maritime communities. To simplify my explanation, the images shows an electronic nautical chart as it used on board today. The world and all the information is presented in a two-dimensional perspective. Future electronic maritime navigation systems will have the capability for three-dimensional representation. Over the flat nautical chart will be superimposed a high-resolution and updated 3D depth model with the water level changing on the tides. As an example, from a two-dimensional perspective, the captain on the bridge will have a different view. He will fly over the ocean bottom. What are the challenges in ocean observation? The proposed subject for World Hydrographic Day 2025 is entitled Seabed Mapping, Enabling
ocean action. The subject was intended to tie in with the United Nations Ocean Conference to be held in Nice in June 2025. The subject for this conference is accelerating action and mobilizing all actors to conserve and sustainably use the ocean. These subjects provide the hints of what are the challenges in ocean observation, which are looking closer and deeper into the ocean, using new sensors and unmanned vehicles, processing huge amounts of data almost in real time, and creating digital models as close as possible to the reality, monitoring ocean habitats and critical underwater infrastructure. Good quality and real-time observation is an enormous wealth and a strategic advantage. In the face of risks and threats, whether they are natural or human, modern ocean observation technologies have evolved a lot. They can be divided into three categories. Observation of the surface, which anchored on drifting buoys, autonomous aerial vehicles and satellite. Observation of the water column, with wire walkers, autonomous vehicles, or ocean gliders and ships. Observation of the seabed, with a network of sensors on the seabed, connected by cable to stations close to the coast, such as smart cables and autonomous lander type vehicles. A growing number of hydrographers and organizations believe that unmanned surface vessels can support underwater inspection, maritime construction, and hydrographic surveys. They can achieve safer, faster, and more sustainable operations. The increasing and affordable availability of computing capacity to process and store data has opened the doors to many new opportunities. A robust and open digital exchange system must be created to support efficient transfer of data and information. The more standardized they are, the greater their potential for use across multiple users. Robust processing, analysis, and forecasting methods maximize trueness, utility, and value of predicted model. Given the enormous amount of data, it is essential to have information technology systems with high processing capacity and, very important, backup and data security. Given the enormous volume of data and complexity of the phenomena that we intend to investigate and simulate, it is essential to apply big data and artificial intelligence methodologies. The emergence of artificial intelligence in maritime geomatics, ocean sciences, and hydrographic is increasing visible, as reflected in a survey of the main international operators last year. I firmly believe that only in a coordinated manner and in scientific cooperation, in the advantageous sharing of knowledge and capabilities, it will be possible to achieve the objectives and overcome these challenges. In the commitment with science, contributing to maritime safety and technological development, providing a sustainable use of the sea. Concerning seabed mapping
it is time to enable ocean action. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Paulo Martins Gonçalves. Merci beaucoup à notre deuxième intervenant. Le troisième intervenant est Monsieur Christian Tamborini, qui est directeur de recherche au CNRS, l'Institut méditerranéen d'océanographie et délégué scientifique au CNRS INSU. So our third speaker will be Mr. Christian Tamborini. He is the Director of Research at CNRS and at the Mediterranean Institute of Oceanology. Monsieur Christian Tamborini. Bonjour. Bonjour, je suis donc Christian Tamborini, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille, donc à côté. Et je suis également délégué scientifique au CNRS INSU, l'Institut national des sciences de l'univers. Et c'est en ces qualités que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Ma présentation va essentiellement porter aujourd'hui sur les activités d'observation que nous menons au CNRS et avec nos partenaires. Et en son sein, l'Institut national des sciences de l'univers, dans sa mission de coordination nationale des recherches sur ce champ. La France étant le deuxième État du monde en termes de territoire maritime, ça vous le savez, juste derrière les États-Unis, il est donc naturel que le CNRS, en tant que service public de production du savoir, soit massivement mobilisé au service des sciences de l'océan. Il a ainsi créé, il y a environ 4 ans, le GDR, un groupement de recherche qu'on a intitulé Homer. Et on a en fait regroupé, pas que du CNRS, mais plus de 1000 scientifiques engagés dans une cinquantaine de laboratoires dédiés, dont le MIO dans lequel je suis. Et le CNRS propose d'installer de multiples synergies entre toutes ces disciplines, avec les partenaires universitaires, IFREMER, IRD, etc., autour de toutes les disciplines. L'écologie, l'océanographie, la physique, la chimie, la biologie, je dirais presque du classique pour la plupart, la géologie, les mathématiques, mais aussi évidemment l'économie, la sociologie et même la philosophie, pour étudier l'océan dans toutes ses dimensions. Car on ne protège bien que ce qu'on comprend, L'empreinte humaine sur l'océan se fait de plus en plus menaçante pour le milieu marin, comme les pollutions multiples, vous en avez parlé hier, plastique, eaux usées, pesticides, hydrocarbures, surpêche, développement du trafic maritime également. Pourtant, et on l'oublie, l'océan offre des services écosystémiques primordiaux. Les services d'approvisionnement, l'océan est une source vitale de nourriture grâce à la pêche et l'aquaculture, mon collègue Lifremer en a parlé tout à l'heure. Le transport maritime est essentiel aussi pour le commerce mondial, permettant les échanges de biens, de ressources à travers le globe, soutenant ainsi les économies et les modes de vie à l'échelle planétaire. Les services de soutien, les services écosystémiques de soutien, qui maintiennent le cycle de vie pour la faune et la flore, le cycle des éléments et des nutriments. Il y a aussi les services culturels, tourisme, loisirs, mais aussi bénéfices esthétiques et spirituels, souvent mis en second plan. Enfin, important à mes yeux en tout cas, et j'espère que je vous convaincrai aujourd'hui également, ce sont les services de régulation et en particulier les services de régulation du climat. En effet, l'océan absorbe une grande quantité de chaleur et il séquestre et stocke du carbone. Pour donner quelques chiffres, l'océan contient 50 fois plus de carbone que l'atmosphère, et a absorbé plus de 30% du CO2 anthropique émis dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Donc l'océan joue un rôle primordial. D'autres chiffres plus parlants de ces services écosystémiques, je vais vous parler en dollars parce qu'il y en a qui n'entendent que ça. La valeur totale de ces services écosystémiques, marins et côtiers, serait évaluée à plus de 29 500 milliards de dollars par an, en gros 29,5 trillions de dollars, soit supérieur au PIB américain en 2024. La préservation de l'océan constitue donc un enjeu majeur. Ainsi, le changement climatique impacte violemment la santé des océans et leur fonctionnement. Sur ce graphique, vous voyez la température de surface des océans estimée par le service de la NOAA,
que j'ai pu d'ailleurs récupérer il y a 2 jours, encore en accès libre. En accès libre parce que, comme vous le savez, c'est le principe de la recherche, c'est-à-dire c'est un principe faire des données scientifiques, mais principe qui est remis en cause actuellement, comme vous le savez, par l'administration de Trump, surtout sur ces sujets-là. À partir de données de divers satellites, navires océanographiques, bouées autonomes, ce graphique montre l'évolution quotidienne de la température globale de la surface de la mer, avec des records battus en 2023, 2024 et 2025 de la température moyenne de l'océan, plus chaude que jamais, depuis que nous avons ces relevés, c'est-à-dire soit plus de 50 ans. Bien sûr, cela nous parle de l'état du climat de notre planète, mais aussi de la souffrance qu'endurent ces écosystèmes. En effet, les politiques de protection requièrent une appréciation de l'état de l'écosystème et la planification, ce qui nécessite une capacité de prédiction qui se base sur la réalité observée. Et je vais insister là-dessus. Les échelles d'espace et de temps de nos objets d'étude requièrent l'observation de leurs variables essentielles sur du temps long. Il s'agit de l'observation long terme. Étudier l'océan global sous pression du changement climatique, sous pression des activités anthropiques, exige donc une quantité et une diversité de données formidables. Une activité qui est exigeante, dont l'unité de temps est la décennie, pour produire des données évidemment totalement ouvertes, mais aussi totalement robustes, référencées, calibrées et interopérables. Derrière les magnifiques et indispensables portails de Copernicus, il y a bien sûr les e-infrastructures que nous opérons, qu'il s'agisse de Dataterra et de son centre de données et services Audatis, ou bien du Pôle national de données de biodiversité. Mais derrière encore, il y a tout le peuple de l'observation, des centaines de collègues, CNRS, CNAP, universitaires, collègues de l'IRD, de l'IFREMER, du CHOM, des chercheurs, des ingénieurs qui collectent des échantillons d'eau, mettent à l'eau des flotteurs, pilotent des gliders, relèvent le trait de côte ou la bathymétrie des fonds sous-marins, inventent des nouveaux capteurs de demain, calibrent, rendent traçables ces données. N'oublions pas également l'observation spatiale et les récents succès de SWOT, qui mobilisent là aussi les chercheurs, ingénieurs et techniciens pour produire les satellites de demain et les algorithmes qui nous permettent d'analyser les données. La décennie des océans constitue le cadre idéal pour amplifier encore la dynamique interorganisme qui existe depuis des décennies, pour mieux soutenir les activités d'observation, mieux les rendre plus visibles et mieux les structurer. L'UNOC à Nice en juin 2025 représente une occasion de réaffirmer cela haut et fort. Dans un contexte international qui est compliqué, je l'ai déjà dit, en particulier aux États-Unis, où les sciences du climat sont dans une situation plus que chaotique et que nos collègues américains ne savent pas ce qui se passera demain. L'Europe a certainement un rôle central à jouer. Assurer des services d'observation sur le long terme n'est pas facile. C'est indispensable et avec la création du FROOS, pour French Ocean Observing System, en symétrie à Eurogoose ou Goose au niveau international, nous proposons une gouvernance de haut niveau pour coordonner les infrastructures de recherche du domaine océanique. Et comme premier objectif, faire émerger des synergies nouvelles entre ces systèmes. Je vais rapidement, mais certainement aussi vous montrer 2 exemples, mais rapidement présenter l'IR et l'IECO, qui rassemblent les services d'observation qui sont plutôt au niveau côtier. L'infrastructure de recherche aussi Argo, qui opère depuis plus de 25 ans, une flotte d'instruments robotisés qui dérivent avec les courants océaniques entre la surface et 1000 ou 2000 mètres de fond pour collecter température, salinité, et plus récemment des données de biogéochimie. L'IRMSO, qui est un réseau d'observatoires de fond de mer et de la colonne d'eau en point fixe, qui a pour objectif d'observer les processus environnementaux liés avec les interactions entre géosphère, lithosphère et hydrosphère. Je vous donnerai un exemple d'un site qui est proche de chez nous. Et le projet d'IR également, OIS, qui propose de fédérer tout ce qui se passe au niveau hauturier. Je vous parlerai d'un service, le SSS, Service national de mesure de la salinité de surface, notamment qui utilise aussi les moyens de navires marchands d'opportunité. Il y a plus de 50 ans de mesures sur ce service-là.
La conférence des Nations Unies sur l'océan, qui se tiendra donc à Nice, sera l'occasion de dévoiler avec nos partenaires fondateurs du FROUS, l'IFREMER, le CNES, l'IRD, Météo France, l'IPEV et le CEREMA, un portail intégré de l'ensemble des données de l'observation des services et infrastructures. Je spoil peut-être quelque chose que tu voulais pas dire, mais voilà. Je vais maintenant vous donner 3 exemples concrets d'observation, dont 2 locaux proches de chez nous. Donc, le premier, c'est MOOS, c'est le système d'observation intégré multiplateforme qui utilise le navire océanographique de la FOF, de la flotte océanographique française, pour les campagnes mensuelles et annuelles, mais aussi des Argo, des BGC Argo, des gliders, des planeurs sous-marins, des bouées météo de Météo France. Il est multi-plateforme et multi-paramètres dédié au suivi à long terme de la Méditerranée nord-occidentale. Ça a été mis en place en 2010, rattaché à 2IR, Illico et EMSO. Un exemple de résultat MOOS présenté sur cette diapositive montre l'évolution de la température des eaux intermédiaires situées entre 200 et 400 mètres de profondeur et qui montre que depuis 2010, il y a un réchauffement de plus 0,5 degrés en 15 ans. Un second exemple, le site EMSO-LO, partie intégrante de l'IRMSO, où un observatoire profond a été installé au large de Toulon, à 40 km de Toulon, à 2500 mètres de profondeur. Cet observatoire sort de petits villages de la Batié-Filmini, je vais vous en parler tout à l'heure, est connecté au télescope à neutrinos KM3-NET LSPM, lui permettant d'être un site câblé, qui lui permet d'avoir un apport en énergie et un flux de données en temps réel. Il existe très peu d'observatoires dédiés aux sciences du climat et à la biodiversité à cette profondeur au niveau international, et c'est une occasion de le signaler. C'est juste à 2 heures de navigation de Toulon, et je voulais en parler aujourd'hui. Ce site donc étudie la physico-chimie des eaux des grands fonds marins, mais aussi la sismologie et la biologie marine. C'est aussi un site dédié à la R&D des technologies sous-marines. Un premier exemple scientifique des acquisitions de la ligne de mouillage qu'on a appelée Albatros, qui mesure depuis 2010, entre autres, la concentration d'oxygène à 2000 mètres de profondeur. Et vous voyez que sur ce graphique, il y a une tendance, la tendance montre une diminution notable de l'oxygène depuis 2014, date à laquelle les convections profondes permettant la ventilation des grands fonds marins ne se sont pas manifestées. Enfin, un deuxième exemple de données acquises par la Batié Family, installée en 2019, Batibot, un petit robot bentique téléopéré, associé à son Batidoc, vous voyez en médaillon en haut à droite, et le Batirif, qui est un premier récif artificiel imprimé en 3D béton en collaboration avec un cabinet d'architectes, Roger Tangram, mais aussi avec la société Vika pour la réalisation. Batibot nous a permis de réaliser des images nous permettant d'apprécier la diversité et la variabilité de la biologie des grands fonds marins. Ma collègue Séverine Martini met en place une stratégie permettant une automatisation de l'acquisition des vidéos, un programme Citizen Science aussi. Les premiers résultats nous permettent d'observer une dizaine de taxons d'organismes qui ont une variabilité temporelle importante dans ce soi-disant grand désert profond, que ce soit pour le requin que vous voyez en bas à droite, que pour les amphipodes observés sur le site pendant plusieurs mois entre 2021 et 2022. Donc ces 2 exemples locaux que je viens de vous montrer nécessitent des moyens à la mer, à la hauteur des enjeux. Un de nos outils de travail indispensables sont les navires océanographiques de la flotte océanographique française. C'est une IR étoile regroupant une panoplie de navires océanographiques et d'engins. Vincent l'a présenté tout à l'heure. Je voulais profiter et j'espère que ceci va être crié haut et fort, que la France doit continuer à avoir une flotte océanographique à un niveau international pour continuer nos recherches en sciences marines. Si on a besoin de ces navires, ma remarque reste valable, même si nous cherchons évidemment à augmenter nos possibilités en utilisant des navires dits d'opportunité, en plus de ceux de la FOF. C'est le cas ici dans ce dernier exemple de ce service national d'observation, le SNO SSS, organisé par nos collègues du LIGOS et de l'IRD, qui existe depuis 2010. Sur la figure présentée ici, vous pouvez voir la distribution spatiale des données de thermosalinographe, mesurer la salinité,
transmise en temps réel entre janvier 2019 et mai 2024 par des navires d'opportunité. Chaque couleur représente une ligne sur laquelle plusieurs navires ont pu se succéder. Le deuxième, c'est la distribution spatiale des observations obtenues par les navires de la FOF. Et le dernier, enfin, ce sont les données collectées par des voiliers. Tous les exemples que je viens de vous présenter permettent d'acquérir en temps réel ou en temps différé les observations nécessaires à la meilleure compréhension de notre océan. Il n'existe pas de planète B, il existe un seul océan, également qui est intimement lié au fonctionnement de notre planète Terre. Ces observations sont indispensables pour comprendre les dynamiques multiples qui sont en l'œuvre dans l'océan et qui déterminent ses trajectoires. Elles le sont aussi pour fiabiliser sa représentation numérique. Là, en France, ambitionne avec raison de produire un jumeau numérique de l'océan. Un océan numérique, comme préfèrent l'appeler mes collègues modélisateurs. Avec raison, tant est grande la pertinence et la performance de nos équipes, par exemple, dans le développement et l'exploitation du modèle NEMO, que vous voyez à l'œuvre ici, qui est un véritable back-office du système de sonographie opérationnelle de Mercator. Mais disons-le, sans le forçage à tous les étages d'un tel système par des données d'observation, il est à craindre que la production de tels modèles n'apporte que de magnifiques sorties, au réalisme néanmoins limité. Pour qu'une telle œuvre tienne ses promesses, il est donc indispensable de nourrir ces modèles avec des données d'observation qui soient pertinentes pour en contraindre à la fois les entrées et les sorties de ces modèles. Pour accompagner et pour garantir l'utilisation optimale de ces données, nous pratiquons les principes FAIR et CARFOR. FAIR, c'est pour trouvable, accessible, interopérable et réutilisable pour la gestion des données et respectueux pour le cas de CARFOR. Mais ce n'est pas suffisant parce que les données ne sont rien sans confiance. L'objectif global doit être donc de doter la société d'un cadre de confiance où trouver des données certifiées mais surtout pertinentes. Par son expertise scientifique, ses méthodes de validation scientifique, ses méthodologies, la recherche est non seulement un producteur majeur, mais aussi un acteur très fiable de la confiance. Il n'est donc pas question pour nous d'être juste des producteurs de données, de les encapsuler dans des bouteilles étanches et de les jeter à la mer, en espérant qu'elles soient bien ramassées et surtout bien utilisées dans des pseudo-modèles. Il va falloir qu'on soit associé, qu'on reste associé à cette utilisation et éclairer leur utilisation pour les différents acteurs opérationnels, les décideurs, les citoyens, les privés. Cela nous implique nous aussi, au niveau de la recherche, de nous organiser. C'est pour la communauté scientifique, soyons clairs, une sorte de révolution organisationnelle que de se mettre aussi concrètement au service de la société, mais l'urgence et la gravité des bouleversements que nous connaissons l'imposent. En conclusion, j'ai beaucoup parlé de données de long terme que produit la communauté scientifique, du fait de la richesse de ce que nous produisons, de l'importance cardinale de leur utilisation revêt aujourd'hui, mais parce que nous savons que la science nourrit de la diversité des approches, nous faisons ce mouvement en direction de la promotion des données de l'observation sans exclusive. Nos prospectives scientifiques nous disent combien il reste de processus mal connus, mal quantifiés, donc nous soutenons aussi ces recherches avec force, car nous savons que le processus le plus important dans un modèle est parfois celui que nous ne connaissons pas encore. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Tamburini. Et nous allons prendre un intervenant de la salle, une intervenante, Pasquine Albertini, de l'ONG Green Marine Europe, from the NGO Green Marine Europe. Pasquine Albertini. Où êtes-vous, s'il vous plaît? J'arrive avec le micro. Bonjour. Bonjour à toutes et, oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour la richesse de ces présentations. Vous avez... oh, c'est bon, je pense. Ouais, ok. Vous avez, donc je représente effectivement l'ONG Green Marine Europe qui a mis en place depuis 5 ans une certification environnementale dédiée à l'industrie maritime européenne
G-Navire / Ifremer, Bourbon, CMA-CGM sont notamment certifiés Green Marine Europe. Notre certification concerne pour l'instant les armateurs et les chantiers navals et devrait s'ouvrir très prochainement au port. Et vous avez, durant vos différentes interventions, prononcé des mots qui sont tout à fait en lien avec la philosophie de notre certification. Vous avez parlé de confiance, de fiabilité, de récolte de données et de la nécessité de travailler de plus en plus ensemble. Alors nous, c'est un parti pris que nous avons choisi sur le modèle de notre confrère nord-américain, Green Marine, puisque nous faisons désormais partie d'un réseau international avec Green Marine International. Et les indicateurs, notre référentiel d'indicateurs est vraiment de 11 indicateurs, est élaboré en collaboration avec les différentes parties prenantes de la communauté maritime, donc des scientifiques, des experts, le monde économique, le monde institutionnel, etc. Effectivement, aujourd'hui, dans le contexte particulier, notamment au niveau international, nous avons fait le choix, par exemple, d'inclure dans notre référentiel la biodiversité marine, avec la réduction du bruit sous-marin, la prévention des collisions avec les cétacés, la prévention des espèces envahissantes, etc. Donc, dans la perspective de l'UNOC, nous, ce que nous nous demandons, c'est ce que nous espérons aussi, c'est que nous attendons de l'UNOC 3 qu'elle soit vraiment un levier de soutien et d'accélération ou d'amplification à des initiatives collaboratives telles que la nôtre, mais il y en a d'autres aussi, qui justement ont vocation à associer les mondes institutionnels, économiques, scientifiques pour consolider de la data et produire également des grilles d'analyse et de monitoring de l'activité économique maritime qui soient pertinentes. Et je pense, est-ce que vous pensez que cette conférence à venir pourra avoir un impact justement positif sur le maintien de ce dialogue? Alors on peut l'espérer puisque c'est une conférence, et je pense particulièrement, et vous l'avez un tout petit peu évoqué à mon sens en filigrane, au levier de financement de cette transition environnementale, parce que nous sommes ici tous concernés. Le financement de la recherche scientifique est très important parce qu'elle permettra aussi aux décideurs économiques de faire des choix stratégiques en pleine conscience et en étant pleinement informés. Donc tout est lié. Voilà. Et ensuite, effectivement, à notre niveau à nous, il y a aussi, bien sûr, le financement je dirais, de la transition environnementale des activités industrielles maritimes, mais qui est un autre sujet. Voilà. Je vous remercie. Oui, je vous avais annoncé tout à l'heure que je vous dirais quelques mots sur les recommandations qu'a faites l'Académie de Marine dans son étude qui porte strictement sur l'organisation scientifique de l'océanographie. Il y a un volet effectivement que nous n'avons pas abordé et qui vient d'être commenté, qui est le lien science-société, qui est absolument majeur effectivement, compte tenu de ce que je disais en introduction, où réellement la science aujourd'hui doit davantage, beaucoup plus qu'elle ne le fait, pénétrer la société. Donc je pense que grâce à beaucoup de choses qui ont été dites dans nos interventions ce matin, nous allons pouvoir compléter nos recommandations, peut-être en vue d'une contribution que nous ferons pour l'UNOC. Mais effectivement, je vous remercie pour cette intervention qui aborde un sujet absolument capital. Concernant le lien science-société, en recherche, il y a souvent des partenariats science-industrie, et je pense que, évidemment, c'est nécessaire.
Effectivement, les relations entre science et ONG sont peut-être pas assez fortes. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et si le partenariat science-industrie, d'un point de vue éthique, peut parfois être délicat, et de plus en plus quand on travaille sur les sciences environnementales et les sciences du climat, avec les ONG, elles peuvent l'être aussi. Mais je pense qu'il va falloir mettre en place des grilles de lecture pour savoir finalement avec quelles ONG, les scientifiques ou quels partenaires industriels et scientifiques doivent ou ne doivent pas éventuellement travailler. Je pense que ces grilles d'analyse sont importantes et il va falloir aussi les mettre de manière publique pour qu'on sache de quoi on parle. Concernant les financements, j'avoue qu'en ce moment j'ai l'impression d'une sorte de recherche bashing et évidemment la problématique des financements publics est forte dans un contexte international, géopolitique très compliqué. Et ce que je viens de vous montrer, c'est que sans financement de la recherche fondamentale, et sans le maintien, je l'ai à peine souligné, mais de la flotte océanographique française, bien sûr, on va pouvoir aussi collaborer, et je le souhaite, hein, ça a été bien entendu tout à l'heure, vers les navires éventuellement d'opportunité. Mais si on n'a pas notre outil de base, on va être quand même un petit peu limité. Voilà. Merci. Nous avons une autre intervention prévue de la salle. Monsieur Jean-Marc Philippe, je ne sais pas si vous êtes... Je vais faire un petit complément rapide. Oui, effectivement, en fait, ce que vous soulevez, c'est ce que j'ai un peu précisé, c'est qu'aujourd'hui, les questions, elles sont globales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bonne science si derrière, il n'y a pas une bonne gouvernance. En fait, votre label, c'est une gouvernance. Il n'en faut pas trop quand même, parce que la complexité des gouvernances, ça peut arrêter les choses qui, finalement, ont de l'intérêt. Il faut aussi qu'il y ait un modèle économique qui soit adapté. Et puis il faut qu'il y ait de l'acceptabilité sociale. C'est comme ça que l'Europe travaille aujourd'hui dans les financements européens. Aujourd'hui, les projets européens, ils sont financés si les 4 balances, les 4 branches de l'étoile de mer, enfin il est amputé, sont réunies. Donc il y a du financement européen sur cet esprit-là, en tout cas. Nous, on a le label hein, sur la flotte océanographique avec Génavir. C'est pas simplement du greenwashing ou du bluewashing. Hein. C'est parce qu'il y a aussi des démarches qui sont des démarches de décarbonation des usages et aussi de nos flottes océanographiques qui, de ce point de vue-là, ont besoin exemplaires. Mais c'est pas uniquement en mettant des scrubbers ou en passant à l'électrique ou en faisant ce genre de choses. C'est aussi dans les usages. Je vous ai montré les trajectoires des campagnes océanographiques. Ça fait quand même des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres. On a un usage en océanographie qui consiste à organiser des campagnes et à transporter. C'est un peu provoquant ce que je vais dire, avoir des bateaux qui transportent des scientifiques. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de collecter de la donnée. C'est pour ça que je vous ai présenté un petit peu ces aspects numériques. De plus en plus, on fait des télésciences depuis la Terre, parce que les communications nous permettent de partager des données en temps réel avec des segments à terre, dans le cas canavéral de l'océanographie, si vous voulez. Ce qui vous permettrait peut-être d'imaginer des bateaux plus petits, plus rapides, moins transporteurs de troupes et plus transporteurs d'instrumentation. Mais d'un autre côté, ça a été évoqué aussi par M. Bovis en introduction, dans les métiers de la science, il faut aussi qu'on développe de l'attractivité. Si demain on explique à un océanographe qu'il est derrière son PC et qu'il peut tout faire depuis la Terre, ça risque de compliquer l'évocation. Donc il y a un équilibre à trouver entre des usages, on va dire, durables, enfin bien adaptés, et la production de données, avec derrière quand même des compétences qu'il va falloir motiver. La problématique de la motivation des compétences, pour nous, elle est presque aussi importante que la décarbonation de nos activités. Oui, Gilles Bessereau. Oui, Gilles Bessereau, Académie de Marine. Une question, rebondir sur le débat qui vient d'être engagé là. Vous connaissez les deux projets récents qui ont été poussés par des fondations, hein, qui s'appellent Tara Polar Station, par la fondation Tara Océan, ou qui s'appelle Polar Pod, poussé par Jean-Louis Etienne, qui sont des projets qui ne se financent pas uniquement sur la générosité du public, mais aussi sur du financement public. Voyez-vous ces projets comme des compléments de ce que font les organismes tels que l'IFREMER ou le CNRS et leurs partenaires, ou des concurrents, en particulier
particulier au développement de la flotte océanographique française. Alors pour Polarpod, Ifremer est opérateur de la construction de l'objet. Il y a quelques difficultés. Il y a quelques difficultés sur ce contrat-là. Maintenant, pour revenir au fond, c'est complémentaire, évidemment. C'est complémentaire, mais ça ne couvre pas tous les besoins. Polarpod, c'est très spécifique. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans les projets de ce type-là, c'est qu'ils sont emblématiques. Et je reviens à l'attractivité dans le domaine de la recherche sur des compétences. Et ça, voilà, au-delà du fait que ça va nous amener des données complémentaires dans des zones où on ne va pas, des zones dans l'espace mais également dans le temps, au-delà de ça, c'est des projets qui sont symboliquement quand même attractifs. Bon, maintenant, la faisabilité du projet, est-ce qu'on va arriver au bout enfin, moi, souvent je dis, ce projet-là, il tient tant que Jean-Louis est là. Le jour où Jean-Louis passe de l'autre côté, d'ailleurs aujourd'hui, c'est une journée un petit peu triste, hein, puisque mais c'est pas grave. C'est l'enterrement de Xavier Le Pichon, qui est un géophysicien important, puisque la dérive des continents, c'est lui aussi. Et c'est lui qui a réalisé les premières opérations fameuses sur la rive médio-atlantique. Donc il est enterré à Sisteron aujourd'hui, là en ce moment, j'aurais pu y être, mais j'y suis pas, je suis avec vous, je préfère hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc il faut aussi qu'on puisse générer ce genre de choses. Donc ça c'est juste pour le projet de Jean-Louis. Tara, Tara c'est exemplaire. Et c'est aussi complémentaire. C'est exemplaire, en plus c'est d'un point de vue la durabilité, là on est sur des solutions qui vont bien, mais ça couvre pas tout, ça couvre une partie des réseaux d'observation qu'on a à mettre en place. Pour compléter, je ne parlerai pas du projet Polarpod, qui dépend effectivement de la création ou pas, si Polarpod flottera un jour ou pas. Concernant Tara, effectivement, c'est un projet qui est vertueux, dans le sens de la façon de procéder, c'est-à-dire qui engage les scientifiques dès le début et qui correspond également aux prospectives que la communauté scientifique a pu faire. Maintenant, effectivement, pour que ces projets emblématiques et qui peuvent avoir du sens au niveau sociétal, et donc on utilise des images aussi, enfin, ce sont un pouvoir de communication que même Ifremer, qui est quand même très bon en communication, par rapport au CNRS éventuellement, nous n'avons pas ce pouvoir de communication via la société civile. Et je pense que par exemple Tara a montré qu'effectivement ça permet aussi un passage vers la communication. Maintenant que ça utilise les deniers publics, je dirais pourquoi pas. Ce qui m'embête, c'est quand on a 8 millions d'euros de déficit pour la flotte océanographique française depuis 4 ans, je ne suis pas sûr que ça soit si problématique que ça d'avoir ce budget-là. Et donc il va falloir qu'à un moment donné, on fasse des choix. Est-ce qu'on utilise notre flotte ou est-ce qu'on utilise éventuellement des navires d'opportunité qui peuvent foisonner de ci et de là. Je tiens à préciser aussi que dans la prospective qu'on a eue récemment à la FOF, on a parlé de beaucoup de décarbonation de notre flotte. On a aussi parlé justement de ces possibilités, moi je les appelle les OFNI, parce qu'il n'y a pas que des bateaux, objets flottants non identifiés. On a mis en place une grille d'évaluation, et notamment une grille d'évaluation éthique, parce que je pense qu'elle est importante. Je pense que la limite peut être quand on utilise des labels scientifiques pour faire de l'écotourisme. Par exemple, et là d'ailleurs, l'éthique du CNRS est clairement positionnée par rapport à ça. C'est-à-dire, si on fait de l'écotourisme, on fait de l'écotourisme, mais on n'associe pas le label CNRS Ifremer pour faire de la pseudoscience. Voilà. Il faut éviter de confondre les gens, à mon avis. Merci. Nous avons une prochaine intervention de Jean-Marc Philippe de Seabob Rescue.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je tiens à remercier les organisateurs, tous les intervenants. C'est très riche et il y a de nombreux échanges. Merci à vous tous. Alors je me présente, je suis monsieur Jean-Marc Philippe de la société Minoué et je m'occupe des appareils CIBOB. Alors les petits CIBOB comme appareils, ce sont des appareils et des outils de secours principalement, mais aussi ils peuvent intervenir dans divers milieux. Ils sont tant sur l'eau que sous l'eau comme appareil. Alors là c'est le côté amusement, je pourrais dire. Là vous le voyez sur le domaine du secours. Vous voyez avec les pompiers, vous le voyez autant sur l'eau, ils viennent de récupérer une victime, et sous l'eau, ils évacuent rapidement, ils la font vite remonter à la surface, la victime. Dans le domaine de l'eau vive, vous voyez l'appareil CIBOB qui intervient, et derrière il y a la barquette RS3 qui est tractée par le CIBOB, et on évacue rapidement des personnes. Une voiture qui est tombée dans l'eau, une voiture, camion, car ça peut aller très vite. Vous voyez sur l'autre côté aussi, il y a eu des interventions avec la SNSM. Là, c'est la SNSM en particulier de Saint-Tropez. Des interventions en mer et en haute mer avec l'appareil CIBOB. Là, il y a eu des entraînements. Vous voyez aussi un des CIBOB du bataillon des marins-pompiers. Ils en ont pas mal sur Marseille. Et il y a un entraînement aussi dans les circuits de maniabilité de cet appareil. Le CIBOB, comme vous voyez les couleurs bleu, blanc, rouge du CIBOB Rescue, il a servi en encadrement et en protection pour les Jeux Olympiques. Alors là, pour les Jeux Olympiques, ça a été autant la gendarmerie qui s'en est servie, il y a eu aussi les démineurs et aussi tous les acteurs et tous les pompiers du secours. On voit au stade nautique olympique, le CIBOB, il tracte une petite barge de 5 tonnes. Et sur le côté, naturellement, l'intérieur donne des appareils. Là, ça va concerner beaucoup le côté scientifique, le côté plongeur. L'appareil peut descendre jusqu'à 40 mètres. D'un côté, sur la gauche, c'est sous certains bateaux de la Marine nationale. De l'autre côté, on est sur les amphores de J1 et on est avec des scientifiques. Sur le côté carrément à gauche, il y a deux oppositions. C'est le camp de Monte Cristo, c'est avec les gens du bataillon en surveillance et aussi, disons, en secours. Et l'autre côté, c'est sur la baie de J1 avec des associations écologiques. On a commencé à nettoyer et en 1 heure de temps, on a rempli un bateau entier. Et à chaque fois, disons que les filets étaient pleins, on remontait en surface pour évacuer tout l'ensemble. Il y a le WWF, qui en a un aussi, de CIBOB à bord du bateau, et pour aller rapidement auprès des baleines, ainsi que les divers cétacés qu'il peut y avoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Monsieur Philippe. On a encore quelques minutes si quelqu'un a une intervention. Oula. On ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Bonjour, Charles Thioun, auditeur. Une question précise et puis une question plus générale. Question précise dans le club des nations pour les profondeurs, nous sommes positionnés en quel numéro? Question plus générale, en écoutant nos 3 brillants intervenants, il m'est passé une réflexion, puisque nous sommes en période de contrainte budgétaire, pour ne pas dire de disette budgétaire, sans tomber et sans pour autant tomber dans la volonté de rationalisation hystérique de la nouvelle administration américaine, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de rationalisation pour double voire triple emploi entre l'IFREMER, qui a plus un tropisme de technologie pointue, le CNRS qui a plus un tropisme, je dirais, si je me trompe,
bon, pas je ne m'abuse pas, un tropisme plus dans l'exploitation, et puis notre ami Portugal qui aurait un tropisme plus navigationnel. Voilà. Je vais répondre à la première question. En tout cas, elle est moins piégeuse finalement. La première question, alors si on se réfère aux outils d'exploration des grands fonds, parce qu'on est sur l'exploration des grands fonds, l'Ifremer, mais j'aurais tendance à dire même, ça dépend, si on voit la France, l'Europe, voilà, si on cumule les outils disponibles en Europe, finalement on n'a pas à rougir. Bon, pour ce qui est d'Ifremer, la plongée habitée jusqu'à 6000 mètres, on est les seuls à le faire en Europe. Et ensuite, les compétiteurs, les Chinois ont 2 submersibles qui vont même au-delà de 6000 mètres. Les Japonais sont en perte de vitesse, il leur reste un submersible qui ne tourne quasiment plus. Les Russes, sur la partie on va dire, exploration habitée, ont lâché prise, d'une certaine manière. Et les Américains qui étaient derrière nous ont upgradé leur sous-marin Alvin à 6000 mètres, finalement assez récemment. Donc sur ce qui est plongée habitée grand fond, on va dire qu'on est derrière les Chinois, quoi, à peu près, en 2e position. Ensuite, sur tout ce qui est utilisation de drones de surface et de fond, parce que c'est pas l'Ifremer, c'est la France. La France a des industriels de premier plan dans la construction de drones à usage dual, militaire et scientifique. Et je crois qu'il n'y a pas à rougir. On a des capacités industrielles qui sont vraiment de premier plan. Pour ce qui concerne la science, puisque là on est sur une table ronde scientifique, à l'échelle de la population scientifique océanologique, océanographique française, je pense qu'on est bien doté. C'est-à-dire qu'il faudrait le ramener à la population, il faudrait le ramener au nombre de chercheurs. Hein. Je vous ai dit, Ifremer, c'est 1600 personnes. Sur les 1600 personnes, c'est 600 à 700 chercheurs maximum, et c'est un quart des chercheurs nationaux. Hein. Donc on a 2500, 3000 chercheurs en océanographie, tout confondu, hein, de l'halieute, l'aquaculteur jusqu'à l'explorateur des grands fonds. Et finalement, on a une panoplie que je vous ai esquissée tout à l'heure, qui est vraiment de premier plan en termes de performance au niveau mondial. Alors en numéraire, certes, on a moins de gliders, on a moins d'AUV que nos collègues américains, mais voilà. Ce qui fait la différence avec nos collègues américains dans ce domaine de l'exploration, c'est que dès le début, ils ont engagé des programmes scientifiques et des programmes militaires duaux dans le domaine de l'océanographie. L'océanographie des grands fonds s'est développée aux États-Unis dans un premier temps, parce que les équipes étaient des équipes duales. Si vous allez à Woods Hole, vous avez des équipes qui travaillent dans le domaine purement scientifique, et juste à côté, des équipes qui travaillent avec les mêmes équipes en synergie dans le domaine militaire. Donc ces dualités, elles font qu'ils ont une force un petit peu différente, en tout cas une approche un petit peu différente sur l'exploration des grands fonds. Mais globalement, on fait partie des 5 premiers, quoi. Ça dépend sous quel angle on le regarde. On a décidé de maintenir le Nautile pour encore une dizaine d'années, ce qui n'était pas forcément un choix que nous on faisait en termes d'exploitants il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, on se disait, si on regarde purement sous l'angle économique, le sous-marin habité, il est moins rentable, entre guillemets, en collection de données et même en coût que le robot téléopéré, par exemple, ou même que le robot autonome. Mais on regarde parce qu'il y a une forme de flagship, et ça nous maintient dans ce top 5, on va dire, au niveau international. Et puis ça permet aussi, si on le voit sous l'angle un petit peu dual, de maîtriser un peu mieux les grands fonds marins avec la capacité d'intervention habitée. Donc la dualité, je pense qu'elle est assez importante, hein, je le redis. C'est ce qui nous permet de nous maintenir d'une certaine manière. S'il n'y avait que des crédits scientifiques, je ne suis pas sûr qu'on aurait les mêmes succès en termes de ressources. Donc France 2030, le programme France 2030, hein, c'est presque 250 millions d'euros qui ont été investis d'abord pour promouvoir nos industriels dans ces domaines-là. Et ça nous fait du bien quand même, hein. Ça nous fait du bien parce que ça nous permet de maintenir les outils scientifiques. Donc ça c'est la partie dualité. Alors sur la deuxième partie de votre question, c'est un peu plus compliqué quand même de répondre, mais globalement 2500 chercheurs en France pour tout le domaine océanique, c'est pas tant que ça. Après, qu'ils soient répartis entre l'IRD, l'Ifremer, le CNRS et les universités, n'oubliez pas les universités. Hein, l'organisation de la recherche aujourd'hui, elle est pivotée autour des universités. Voilà. Donc, ce qui fait encore un étage différent, hein, parce que finalement, ça donne des logiques régionales plus que nationales. Il
faut au moins qu'on ait une logique nationale. Donc on se partage, je pense, des compétences, on travaille toujours ensemble, donc moi je ne vois pas de difficultés majeures. Maintenant, si l'objectif c'est comme Trump de réduire notre activité, la NOAA c'est 12 000 personnes. Donc la NOAA c'est Ifremer plus Météo France, hein, pour faire mais au niveau des États-Unis, pour l'instant. Ils viennent de licencier 800 personnes. Et il y en a 1000 qui vont recevoir leur lettre. Donc ça fera 1800 personnes sur 12 000. Nous, là où ça nous impacte, c'est parce qu'on partage les données au niveau international, dans le cadre du programme Argo, hein, qui a été évoqué, avec les flotteurs qui nous ramènent température, salinité, qui nous permettent de modéliser l'océan global. C'est pas l'accès aux données, on l'a encore, pour l'instant, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ce qui nous inquiète un petit peu plus, c'est que ces flotteurs, il y a 4000 flotteurs Argo dans le monde, hein, qui naviguent, les Américains, c'est la moitié du parc. Donc on est très dépendant d'eux. S'ils ne renouvellent pas leur parc, ce sont des outils qui ont une durée de vie quand même limitée, alors là on va avoir une rupture dans l'accès aux données. On ne va pas le voir tout de suite, on le verra dans 3, 4, 5 ans. Ensuite, le fait que nos collègues américains ne puissent pas travailler avec nous, ça se verra aussi dans 3, 4 ou 5 ans. Donc je n'ai pas complètement répondu à la deuxième question, mais ça me permet de réembrayer sur le problème américain. Juste pour préciser pardon, exploitation, c'est le E de Ifremer, il n'y a pas de E dans le CNRS. Donc, c'est Ifremer, exploitation, enfin, il y a une partie exploitation par rapport aux pêches, etc. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait le changer sur l'environnement. Bref, le CNRS, en fait, je vous ai présenté le CNRS, parce que je représente le CNRS, mais la recherche française est très complexe à vue de l'extérieur. Finalement, comme vient de le dire Vincent, il y a des prérogatives qui sont particulières pour l'Ifremer et d'autres prérogatives qui sont pour le CNRS. On travaille énormément ensemble. La flotte, si elle est opérée par Ifremer, elle est utilisée et les partenaires sont les universités, l'IRD et le CNRS. Et le CNRS, dans sa vocation nationale également, et qui ne fait pas que de la recherche dans l'océan, le CNRS est moins visible par rapport à ça, mais il a une force de frappe qui est certainement en nombre peut-être supérieur à Ifremer, mais on s'en fout, il n'y a pas de... je ne pense pas qu'on fera des économies à ce niveau-là. Et ce qui m'embête, c'est que, effectivement, quand tout à l'heure je vous ai montré un service écosystémique dont l'océan joue un rôle écosystémique qui me paraît majeur, qui est celui notamment de régulation du climat. Enfin, faisons des économies sur la science. Mais demain, les conséquences, on va les avoir. Je ne comprends même pas que les assureurs n'aient pas encore réagi par rapport à ça. Enfin, je veux dire, on a une nécessité de protéger notre océan, parce qu'on se protège nous-mêmes. Enfin, il y a un moment donné, il faut... Et le PIB, le pourcentage du PIB de la France pour la recherche est relativement ridicule par rapport à nos collègues européens. Donc, faisons des économies, mais peut-être ailleurs que sur la science. Enfin, je pense qu'il y a d'autres leviers. Ou alors, éventuellement, évitons de financer des projets emblématiques qui n'ont pas d'assises scientifiques. Ces millions-là, on peut les mettre ailleurs. Jean Berly. Et au sujet de financement, bien sûr, le financement c'est fondamental, mais l'histoire aussi est fondamentale et l'outre-mer est fondamentale. Et pour le Portugal, Macao est très important. Quels sont puisque c'est un changeant d'histoire, quels sont les travaux océanographiques en 500 ans que le Portugais ont fait à Macao? Et c'est la relation avec la Chine aussi qui est importante. Macau is no longer ours. Our responsibility in Macau is over. We don't. We does not have any plans to do research in Macau. Comprends qu'est-ce qu'il a dit?
ne font plus de recherche sur Macao, le Portugal. Réponse courte. Est-ce que c'est important pour le Portugal? No longer important. C'est plus important maintenant pour le Portugal. On va prendre une dernière question rapide, monsieur. Je fais dans l'ordre, je suis désolé. Enfin, j'essaye en tous les cas. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, très rapide. Je suis ancien, je suis un marin retraité. En ce qui concerne collecte de données et puis économie, j'ai eu la chance de naviguer sur des bateaux, par exemple, entre l'Europe et la Caraïbe, sur lequel il y avait un technicien météo qui envoyait des ballons sondes. Vous voyez. Et puis, d'autre part, sur la ligne Tour du Monde, pour l'Orstom, entre Panama et la Nouvelle-Calédonie. On a, dans les années 90, on émettait des sondes pour mesurer la température de la mer jusqu'à profondeur de mémoire de 400 mètres, qui étaient intégrées dans un ordinateur portable, envoyé par satellite immédiatement, et c'était fait gratuitement, avec enthousiasme, et c'était à l'époque où la compagnie avait quelques dizaines de bateaux. Maintenant, nous l'avons appris ce matin à Tangram, il y a 620 bateaux, dont 350 en propre. Alors, ma question est simple. Compte tenu de cette expérience, existe-t-il là, sur ces bateaux qui sillonnent les mers du monde entier, hein, même comme la Baltique par exemple, des mers très resserrées, des canaux, y a-t-il actuellement des projets d'utiliser ces bateaux, parce que finalement c'était gratuit tout ça. Voilà. Merci. C'était simplement pour ne pas remonter jusqu'à l'époque où les lieutenants étaient agréés météo, on envoyait en morse. Voilà. Mais l'expérience Orstom, je suppose que j'étais commandant sur ce bateau. Je pense que c'est pas seulement pour me faire plaisir qu'on m'avait dit que c'est relevé, parce que l'enthousiasme avait été créé en disant expliquez-nous à bord ce à quoi ça sert. Et ça avait, paraît-il, à l'époque, contribué à expliquer le phénomène El Niño. Tout ça par un bateau marchand qui traverse l'océan gratuitement. Merci. Alors de l'instrumentation sur des bateaux de commerce ou des bateaux autres d'ailleurs, oui, tout ce qui est sciences participatives, alors nous on appelle ça sciences participatives, mais équiper les bateaux de commerce ou même des bateaux privés de moyens de communication et de mesure de l'environnement, alors que ce soit météo ou que ce soit marin, ça se fait depuis très longtemps. C'est pas super dense. En fait, ce qui a densifié les applications, c'est le coût des communications qui baisse, qui fait qu'aujourd'hui c'est accessible finalement de manière quasi neutre. Par contre, ça demande quand même un petit peu de calibration, un petit peu de maintenance. C'est ce système-là qui est parfois difficile à mettre en œuvre, mais c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Hein. Par exemple, entre la Corse et le continent ici, il y a un projet qui s'appelle Ferrybox qui tourne depuis très très longtemps, où les ferries nous ramènent de la donnée sur l'environnement. Alors pour que ça puisse se faire, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est sur les routes maritimes connues, finalement, on a une partie de l'océan. J'ai montré les trajectoires des compagnies océanographiques, il y a des tas de zones blanches. En fait, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est les zones blanches, où il n'y a pas de navires, il n'y a pas de navires partout. Donc on a besoin de densifier. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à développer, c'est des systèmes de type IoT, donc Internet des objets, qui permettent d'avoir des choses finalement assez neutres, qui permettent de transmettre de la donnée venant forcément de boîtes à installer sur des bouées, sur des bateaux, sur des gliders, enfin sur tout OFNI, tous les OFNI qui ont été montés tout à l'heure. Les enjeux, c'est essentiellement des enjeux, pas technologiques, hein, mais des enjeux liés à l'entretien de ces réseaux-là et à la qualification des données qui sont montées par ces réseaux-là. C'est ça qui est un peu compliqué à mettre en place. Mais on y arrive parce qu'aujourd'hui l'IA nous permet de faire de l'autocalibration, parce que l'IoT, ce développement, on a le lien bidirectionnel avec le point de mesure. Hein, donc là on vient de lancer la constellation Kinéis, qui est encore un projet français. Hein. Kinéis, c'est une constellation de 25 nanosatellites qui permettent de faire de l'IoT à faible coût, alors coût financier, mais également coût énergétique, parce qu'il faut que ces choses-là soient plus ou moins autonomes en termes d'énergie. Pour la petite histoire, on arrive à faire de l'argent quand même avec la science. Hein.
On avait investi dans CLS avec le CNES, l'Ifremer dans les années 90, 300 000 francs à l'époque. Nous, on a rendu nos parts dans CLS il y a 5 ans, ce qui nous a fait quelques dizaines de millions d'euros de revenus, ce qui nous permet de financer des projets de recherche. Mais il y a des ruptures technologiques qui nous permettent d'imaginer que la banalisation de la collection de données en mer finira par arriver. Mais aujourd'hui, le frein, c'est le frein de la maintenance, essentiellement, de ces outils-là. Et de leur mise en œuvre. Il faut que ce soit transparent pour l'opérateur du bateau lambda, évidemment. Pour compléter rapidement, je pense peut-être que le projet dont vous parlez, c'est peut-être le projet que je vous ai montré pour mesurer la salinité. C'est un projet qui est porté par l'IRD depuis 50 ans, qui a été initié via l'Orstom éventuellement. Donc la mise en place de systèmes de mesure sur des navires qu'on appelle d'opportunité existe. Je pense qu'effectivement, il y a clairement un moyen de mieux le développer. Ce qui intéresse par exemple ce service national d'observation, c'est d'avoir des récurrences. Et donc des routes qui sont, malgré ce que tu disais, enfin, en complément de ce que tu disais plutôt, il y a aussi, on a besoin aussi d'avoir des récurrences. Et les lignes maritimes permettent d'avoir justement ces récurrences. Donc je pense qu'on a clairement à développer cette interaction entre science et navires d'opportunité. Et c'est souvent, il faut le penser en amont, parce que par exemple, il faut faire un trou dans la coque, et en général, on ne fait pas un trou dans la coque après que le bateau soit construit, on le prévoit en avance pour pouvoir mettre éventuellement les instruments. Et oui, on devrait le penser, parce que ça n'aurait pas un surcoût énorme à ce moment-là. On peut mettre donc des thermosalinographes qui permettent de mesurer la salinité. Il y a aussi d'autres systèmes qui mesurent le P de CO2, la quantité de CO2. Il y a aussi des instruments de plus en plus sophistiqués, la cytométrie, qui permettent de mesurer le phytoplancton à travers les océans. Et comme le disait Vincent, effectivement, il y a une problématique de maintenance de ces systèmes-là. Parce que ça va reposer sur des ingénieurs, chercheurs et techniciens. Et si on développe beaucoup ces instruments-là, il faut les fiabiliser et il faut les maintenir. Et donc c'est la bonne adéquation qu'il va falloir trouver. Mais je pense qu'on a une marge de progression là-dessus, clairement. Merci, messieurs. Do you want to add something, Mr. Paulo? Yes, I only want to say something. In this moment, we live complex times. The game is changing. Our geopolitical opponents are changing the rules. We must develop scientific research in a faster and secure way. Nowadays, our research is too much public. It's not secure. We must do this quicker, faster and safer. Merci beaucoup. Je voudrais juste 2 mots pour conclure cette table ronde. D'après la mission que nous nous sommes donnée, nous allons essayer de faire une synthèse difficile, parce qu'énormément de choses ont été dites ce matin par les uns et les autres, et faire quelques recommandations peut-être que nous adresserons à l'UNOC. Alors bien évidemment, et pour répondre à une question qui m'a été envoyée par SMS, la science doit être défendue, absolument, et j'espère que l'UNOC et notamment l'OSC sera là pour le rappeler haut et fort aux dirigeants de la planète. En ce qui nous concerne, je voudrais redire quelques recommandations que nous avions imaginées à l'Académie, mais qui sera complétée par beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. La première des choses que nous avions imaginées, c'est qu'il nous fallait poursuivre la structuration de l'océanographie opérationnelle, c'est-à-dire les applications de la science océanographique, comme nous avons commencé à le faire en Europe dans le cadre du programme Copernicus, à partir de l'initiative française de Mercator, pour amener l'océanographie opérationnelle au même niveau d'intégration
et d'efficacité internationale que peut-être aujourd'hui la météorologie. Il nous faut également, et ça a été largement rappelé, imbriquer davantage la recherche et l'océanographie opérationnelle. Ce ne sont pas deux disciplines qui s'opposent, bien au contraire, elles ont besoin l'une de l'autre, et notamment, elles doivent partager des moyens d'infrastructure et des moyens de personnel beaucoup plus importants qu'il va nous falloir développer et les développer conjointement pour les deux types d'applications. Et par là même, ça aussi a été dit, il va falloir beaucoup mieux faire connaître de façon large et publique les apports de ces disciplines à la connaissance, à l'innovation et, pour tout dire, à l'ensemble de la société. Voilà. Il nous faut continuer à consolider davantage, au moins au niveau européen, on verra ce qui peut advenir des coopérations transatlantiques, mais au moins au niveau européen, consolider les systèmes d'infrastructure et d'observation, notamment à travers les moyens d'observation subsurface. Au niveau spatial, c'est déjà bien avancé, mais au niveau subsurface, il faut progresser là-dedans, notamment en développant les moyens. Alors, on a parlé du problème critique du programme Argo, mais il faut compléter le programme Argo par ce qu'on appelle des moyens d'observation non lagrangiens, c'est-à-dire par des plateformes robotisées, qu'elles soient télécommandées ou autonomes, qu'elles soient isolées ou fonctionnant, alors je dis en banc parce que ça me gêne de parler des seins quand on est sous l'eau, mais c'est bien la même idée, et ça ce sont des programmes considérables. Et puis enfin, continuer là encore à développer un système international, un écosystème numérique intégré avec tous les apports que vont apporter dans les années qui viennent l'intelligence artificielle et les supercalculateurs hexaflopiques, voire quantiques, sur lesquels nous allons pouvoir compter. Voilà, donc ça, c'est des idées que je partage avec vous. Nous allons compléter par d'autres éléments qui ont été signalés pendant cette plateforme. Et puis, nous espérons un grand succès à cette One Ocean Science Conference sur laquelle nous comptons beaucoup. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bovis. Merci aux intervenants.